Thierry Frémaux. Là, il y a beaucoup d'amis. Hein. On ne peut pas tout citer, mais heureusement, on a beaucoup d'amis. Qui vient à Bologne, qui vient pour rester ici une semaine, 8 jours, pour voir des beaux films, pour se rencontrer, pour réfléchir aussi. Et un moment classique du festival, c'est les rencontres avec Thierry Frémaux. Et on est très, très fiers de ces rencontres. Et aussi, chaque année, on attend qu'il nous explique un peu les choses et l'état des choses. Bon, avant tout, ça a été une année triomphale pour Thierry. 70e Festival de Cannes. Un livre magnifique qui en plus est en train d'être un succès. Et je pense qu'il est en train d'être traduit en plusieurs langues. Et sélection officielle. Et puis, je trouve un des événements plus importants pour notre monde, qui est la sortie salle du film Lumière, qui était un succès en France, un succès important, et j'aimerais bien que tu nous en parles. L'année passée, vous vous en souvenez, on l'a montré, et surtout on a fait l'exposition Lumière. On continue sur Lumière, on va continuer encore beaucoup d'années en suivant avec la série il y a 120 ans, donc cette année c'est les 87, l'année prochaine c'est les 98, mais surtout l'année passée l'exposition qu'on a pu faire grâce à l'Institut Lumière, je pense, a été pour tout le monde une vraie découverte et la démonstration de comment on peut travailler sur le patrimoine. Les Lumières, pour des raisons qui seraient intéressant un jour reconstruire pourquoi ils ont été oubliés. Mais je trouve que le travail que l'Institut Lumière a fait sur ces patrimoines, c'est la démonstration de comment on peut faire revivre un patrimoine, comment on peut le faire découvrir à un public de spécialistes, mais aussi à un public beaucoup plus vaste. Et les films aussi. Ces petits films qui ont fait les cinémas, qui sont si difficiles à montrer parce qu'ils sont trop courts, et créer long métrage qui est tellement passionnant, qui est tellement nouveau, donc trouver la clé pour montrer ces films d'il y a 120 ans et arriver à un grand public, c'est la démonstration que c'est possible. Donc merci. Merci Thierry. Et bon, cette année, les titres sont toujours un peu mystérieux. Je me souviens du titre d'il y a des années, les cinémathèques, l'ère victoire sera-t-elle l'ère défaite? Mais cette année, c'est le cinéma et ses écrans. Oui. Oui, on va revenir sur ce titre et sur ce titre générique sur lequel on va essayer de réfléchir, mais tous ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas une affirmation, de la même manière que l'année dernière, le titre de cette conversation que je suis très honoré d'avoir chaque année avec toi était une question. Ce n'était pas une affirmation. Cinémathèque, notre victoire sera-t-elle notre défaite? Et la réponse était plutôt que non, d'abord parce qu'on est des gens très optimistes, et puis ensuite parce que de poser la question permettait d'en définir les termes, c'est-à-dire, et même pour parler du cinéma et de ses écrans, du cinéma classique et de ses écrans, il faut revenir justement sur ce qu'on s'est dit l'an dernier, c'est-à-dire que l'an dernier, et m'ont précédé des gens qui hier ont donné un spectacle très extraordinaire avec
le prologue de La Roue et avec le cuirassé Potemkin, que tout le monde a eu l'impression de revoir presque pour la première fois, ces gens-là font partie du débat, c'est-à-dire que le cinéma classique est partout. Encore une fois, pour dire classique, dans certains pays on le dit, mais parfois pas pour les mêmes acceptions. En langue française, on ne le dit pas tellement. On commence à le dire. On dit cinéma de patrimoine, vieux film évidemment. Cinéma de patrimoine, c'est à la fois très noble, parce qu'il y a le côté... Mais un peu déprimant. Mais un peu déprimant. Et un peu passé, quoi. Un peu pas qui le met en perspective de l'avenir. Alors on disait cinéma classique, parce qu'on le dit de la musique, de la peinture et de la littérature, qu'elles sont classiques, et on voit très bien ce qui est classique et ce qui est contemporain. En cinéma, on le voit encore mieux, et pourtant, le mot classique n'était pas accolé au mot cinéma. Et donc, de plus en plus, avec toutes les initiatives qui sont prises partout, c'est le cas. C'est le cas maintenant, les gens commencent à comprendre. Et c'était, l'an dernier, une manière de dire que pendant longtemps, on ne s'était pas préoccupé du cinéma classique, ou plutôt seuls s'en préoccupaient les cinémathèques, les archives privées. Il faut mentionner pour la France Gaumont et Pathé, Jérôme et Sophie qui sont là, parce que c'est très important. Quand aux États-Unis, les studios ont toujours fait office aussi de cinémathèques de leur propre patrimoine. Et ont été même parfois très avant-gardistes, puisque à l'américaine, il s'agissait pour eux de préserver un instrument de travail à fort rapport financier. La Warner est évidemment celle qui s'est emparée du matériau DVD pour tout à coup redonner tout son patrimoine et faire à un certain moment des opérations financières extrêmement fructueuses à partir de leur patrimoine. Ce qui fait que eux se sont préoccupés très tôt du devenir physique de leur collection. Et même aujourd'hui encore, quand on est dans les affaires du numérique, et que le report au 35 ou sur un négatif n'est pas systématique, il est même obligatoire en France par la loi, et je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours respectée. Si, à peu près. Bon. En tout cas, très bien. Mais eux, il n'y a pas besoin que ce soit une loi pour qu'ils le fassent. Ils le font parce que c'est une façon pour eux de préserver leur outil de travail. Bon. Et à part les cinémathèques et les archives et les collectionneurs et les Kevin Brownlow, parce qu'ils étaient là, je l'ai vu tout à l'heure, nul ne s'en préoccupait. Quand, à l'aube de ce 21e siècle, dont on a déjà quand même traversé 16 années et demie, à l'aube de ce 21e siècle, on voit que beaucoup de gens s'occupent désormais de patrimoine, pour le meilleur, parfois non pas pour le pire, mais pour des considérations qui ne sont pas les mêmes que celles qui présidaient à la naissance de ce mouvement-là. Mais l'an dernier, c'était une façon aussi de rendre hommage à ceux qui, y compris pour certains d'entre eux, ne sont plus là, ont rendu possible le fait qu'aujourd'hui, le matériau, ce monde-là, soit intact pour qu'on puisse s'en préoccuper d'une autre façon. Et au fond, c'était une manière de s'interroger sur le passé ou le destin collectif de notre rapport au patrimoine, c'est-à-dire des gens ont rendu possible. Encore une fois, on ne va pas revenir sur les équipés sauvages de Brion, Tavernier, Rissian, chez Ledoux, à Pierre, tu dors ou il dort, Pierre à Bruxelles. Mais il y avait à un moment une certaine façon d'aller voir des films, et c'était la seule façon de voir ces films-là. Et il fallait que ce fil extrêmement fin et ténu ne casse pas. Et il n'a pas cassé grâce à des gens qui, par passion, oui. Il y a Bernard Martinan, je crois, qui est là, je devrais le citer, il faisait partie de l'équipée sauvage, et donc ça n'a pas été cassé. Et puis évidemment, pour 1000 raisons, en particulier liées, bien entendu, à l'arrivée du numérique, ce monde-là s'est considérablement transformé. Et au moment où il se transforme, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, au moment où il se transforme, gloire à ceux qui, à un certain moment, ont fait que ce monde-là ne soit pas parti définitivement, comme est parti définitivement le cinéma muet. Et Kevin,
On a publié en France son livre à Lyon, chez Actes Sud, sur le cinéma muet. Quand il commence à s'intéresser à ça, il est tout seul. Parce qu'il a la passion d'avoir lu enfant Photoplay. Et il est celui qui, par sa génération, fait le lien entre Louis Brooks et puis, il était jeune, lui, ceux qui l'ont lu après et ceux qui ont pu voir son travail de restaurateur. Bon. Aujourd'hui, tout ça a quand même considérablement changé. Et évoquer ces gens-là l'an dernier, c'était une façon de le faire de façon collective. Et là, évoquer ce qui est venu d'une conversation téléphonique avec Gianluca pendant l'hiver, le cinéma et ses écrans, ça va plus être une approche individuelle. C'est-à-dire le cinéma et ses écrans, ça veut bel et bien dire aujourd'hui, même si évidemment la conclusion ne sera pas celle-là, qu'on a désormais un rapport de consommation très individuel au cinéma classique par ça, pour résumer. Ou moi j'ai pas, mais par ça. Puisque désormais on peut voir aussi les films sur des montres. Bon. Et on l'avait annoncé. Il y a 20 ans de ça, on commençait comme ça, en faisant de la futurologie, à évoquer la manière dont les films seraient vus. Alors, je vais essayer d'en parler de ça, et je disais que j'ai pris beaucoup de notes, c'est-à-dire j'en ai pris aucune, pour que ça soit une conversation, et que ça soit, même avec vous, même un work in progress. Alors, pour reparler du film Lumière, précisément, les films Lumière, avec des films Lumière, on a fait un film Lumière, c'est-à-dire avec des films de 50 secondes, on a voulu faire un film d'1h30, c'est-à-dire notre objet sacré, qui retourne dans une salle de cinéma où les films Lumière n'étaient plus jamais retournés depuis 1905, n'étaient jamais allés, ils n'étaient allés que dans des salles Lumière commerciales, classiques, que dans les salles Lumière dédiées, jamais dans les salles commerciales classiques, sauf évidemment les quelques événements qui ont été faits dans les années 30, puis ensuite dans les années 50 avec Langlois, puis évidemment ensuite à Lyon avec la naissance de l'Institut Lumière et avec le travail de Paul Génard. Et mine de rien, on aurait pu faire une série. Vous allez la faire? Non, on voulait faire un film. C'est-à-dire que la question, parce que tout ce dont on va parler, évidemment, c'est sur les nouveaux supports et les nouveaux segments de notre rapport à ce qu'on regarde sur les écrans. Bon. On a voulu faire un film. Alors, Bertrand Tavernier a fait un film de 3 heures sur l'histoire du cinéma français, et puis maintenant, il fait une série de 8-9 épisodes de 50 minutes. Mais parce qu'il n'a pas pu, il aurait préféré faire 5 films de 3 heures. Bon. Mais il est vrai que ce type d'objet est quand même difficile à faire exister commercialement et à faire exister même techniquement. On savait que son film marchait mieux le week-end que la semaine, parce que prendre 3 heures pour aller au cinéma, c'est plus facile de le faire le week-end. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on a fait 1h30. Comme ça, on savait qu'on avait aussi plus de chance. Mais on a voulu faire ça. Et si je parlais tout à l'heure des cinémathèques, des archives, c'est que on a parlé de la salle de cinéma. Alors à un moment, et pour parler du premier des écrans, dont je pense qu'il sera le dernier pour l'objet dont nous parlons, et hier soir, vous tous en avez fait à nouveau la démonstration, y compris une démonstration qui est une démonstration quasiment de 2017, mais puisant une inspiration des années 20, quand Michael Powell, dans ses mémoires, dit le cinéma muet, non, enlever muet, c'était pas muet. Parce que même quand il n'y avait pas de musique, il y avait la salle, il y avait les commentaires, c'est comme les opéras de Mozart. C'était populaire. Bon. Et tout commence par la salle, et tout sans doute finira par la salle, même si on terminera par une culture des catacombes. Alors j'ai devant moi des exploitants brillants, mais je ne le dis pas pour ça, je le dis parce que le cinéma a commencé sur cet écran, petit, grand. L'écran lumière était petit, l'écran lumière était tout petit. L'écran aussi du modernisme est petit. Et petit, l'écran du Chinese Theater à Los Angeles, dans la grande salle, quand on y va, on voit le mur est petit.
Bon. Ça a été la télévision à les rendre très grands. Oui, et puis ça a été après d'autres pratiques, les années 70, et puis les années 80, puis aujourd'hui. On aime les grands écrans. Et franchement, les gros plans sur Joan Crawford avec cette copie géniale il y a 2 jours, c'est quand même quelque chose que ça ne donnera jamais. Qui l'aura jamais, oui. Donc on a commencé par les salles de cinéma. Et ensuite, et ça c'est juste pour s'en refaire la genèse, on a vu du cinéma classique à la télévision, qui ne se donnait pas comme classique. Sauf, alors pardon, je vais parler pour la France, Histoire sans parole. Bon, ça, c'était le générique de ce qui faisait que le dimanche, en fin de matinée, juste après Sport Dimanche, juste avant Sport Dimanche, il y avait du cinéma muet. Bon, il y avait une seule chaîne. Après, il y en a eu 2, et la 3e chaîne française est née comme chaîne du cinéma. Et où, à l'époque, le rapport de temporalité et d'essorage du timing des œuvres était évidemment beaucoup moins strict qu'aujourd'hui. Et on pouvait voir des films à 20h30 qui étaient des films qui avaient une dizaine d'années. Dans les années 70, on voyait à 20h30, enfin oui, années 70, là je parle de la 3e chaîne, c'est des camps, je ne sais pas. Années 70, la 2e est née fin des années 60. Fin des années 70, on voyait, par exemple, moi j'ai le souvenir d'avoir vu Luc la main froide de Stuart Rosenberg à 20h30. Il y avait peu de chaînes de télé, tout le monde regardait la même chose. Et évidemment, ces films-là, qui ne se donnaient pas comme étant estampillés cinéma de patrimoine, cinéma classique, l'étaient d'une certaine façon. Totalement. Même s'il faut toujours refaire cette temporalité, encore une fois, que ce que je racontais l'autre jour à Cannes, que nous sommes évidemment largement plus loin d'À bout de souffle qu'À bout de souffle n'était loin de l'Aurore. Puisque même, on est maintenant aussi loin de Taxi Driver que Taxi Driver n'était loin d'À bout de souffle. On est plus loin même. Bon. Donc ce rapport-là n'a pas été, et pourquoi faut-il qu'il le soit d'ailleurs, mais forcément étudié et analysé. Bon. Donc l'écran de télévision a été l'un des premiers écrans. Et hier, plein de gens disaient, mais Potemkin, je l'avais vu à la télévision. Allez voir Potemkin à la télévision aujourd'hui. Impossible. Impossible. Et impossible, évidemment, dans les conditions dans lesquelles on l'a vu. Ensuite, la télévision montrait également... Alors, il y avait un moment, il y a eu un truc de l'apparition de la couleur à la télévision. Parce que sinon, la télévision montrait des films noirs et blancs. Mais qui, du coup, leur redonnait toute leur importance et tout leur statut. Et je me souviens, Bernard Eisenschitz, c'est là qui a écrit ce grand chef-d'œuvre sur Nicolas Ray, que The Lusty Men, Les Indomptables, le film de Nicolas Ray avec Mitchum, vous le montrez ici? Non. On l'a montré il y a... Quelle erreur. Oui, mais tu sais, bon, filmographie exceptionnelle, Oui. on l'a fait il y a 2 ans sur la Grande Place. Ah bon. Et il faudrait montrer tous les films de Mitchum, c'est ça. Oui. Donc on a essayé de trouver un parcours un peu plus secret, voilà. Oui, non, mais très bien. Et ben, The Lusty Men est un film qui passait également à la télévision. Bon. Donc, il y a eu, et on a eu d'une certaine façon cette chance, Pierre Richian est beaucoup trop vieux pour... Il est très jeune. Il a tout... Pierre Richian, qui était stagiaire sur Potemkin, on rappelle, jeune stagiaire sur Potemkin. On le voit dans les films, en effet. Oui, oui. Avec son maillot. Il fait une silhouette dans le landau, c'est Pierre Richian dans le landau. Mais d'une certaine façon, quand la télévision est apparue, j'imagine que toi, tu n'avais pas la télévision. Voilà, j'en étais sûr. Enfin, je le savais. Et donc, il y a à un moment une certaine génération, et j'ai le sentiment que nous, la nôtre, qui avons grandi avec la naissance de la télévision, on a pu voir des films qui ont aussi, en grande partie, construit notre culture cinématographique, parce qu'il n'y avait rien d'autre à voir. Encore une fois, aujourd'hui, tout a changé. D'abord, les familles ne se réunissent plus devant la télévision. Les ados, les enfants font de la catch-up TV. Donc, ils ont une autre manière de voir ça. Et puis, les films. Alors, Truffaut disait que la vidéo allait être formidable parce qu'il n'y avait pas de coupure publicitaire.
alors que la télévision, il fallait être pour les coupures publicitaires à l'époque où elles sont apparues, d'abord en Italie, et puis après quand Berlusconi est venu pour la 5e chaîne en France, parce que ça permettait de distinguer l'usage qu'on faisait des films, des œuvres, quand les œuvres étaient coupées et donc pas respectées ni le format, ni parfois évidemment la version originale, etc., dans les télévisions au sens large du terme, parce qu'on en a vu des films dans un mauvais format, on en a vu même plein, et même il y avait des copies à l'époque qui étaient des copies tirées pour la télévision, qui étaient des copies reformatées, puisqu'ensuite on a même vu ces copies ressortir en DVD. En Italie, ça continue, hein, je voulais te rassurer. Bon. Même sur la chaîne publique, tu sais, celle qu'on paye, nous. Oui. Oui. Non, mais même après tout ça est une question d'éducation et de comment dire et de code partagés collectivement pour respecter les œuvres. Mais il y a aussi des éditeurs, vous achetez sur l'autoroute Les Misérables en 300 pages. Bon. Donc, et peut-être qu'il y a des gens à qui ça va donner envie de lire Victor Hugo. Non, la télévision a donc été très importante. Et puis après, on est arrivé, et on avait évoqué ça l'année dernière, avec évidemment les VHS, mais tout ça, c'était l'écran de télévision. Et même l'apparition des DVD, c'était l'écran de télévision. Et il a fallu attendre vraiment l'apparition d'Internet et l'apparition des grandes télévisions numériques haute définition pour commencer à changer notre rapport aux œuvres. Ça avait changé déjà beaucoup avec les VHS et avec l'enregistrement. Qui, ici, a gardé ses cassettes VHS? Voilà, plein de doigts se lèvent, mais oui. On n'a pas envie parce qu'on a enregistré. Hein, on a enregistré ça, donc on voyait la fin d'un truc parce qu'on le programmait. Moi, j'ai même hérité les cassettes VHS de mon père. Donc, mais oui. C'est une question de patrimoine patrimonial de ma famille. Donc il faut acheter des lecteurs pour les laisser dans les cartons pour que dans 10 ans, dans 15 ans, on puisse encore s'en servir et continuer Pourquoi dans les cartons? Non, mais parce que pour ne pas les abîmer. Oui, mais il faut en acheter d'avance. Et on sait que grâce au DJ, on a maintenu une certaine culture du vinyle qui maintenant est revenue. Moi, par exemple, j'ai jamais eu l'oreille quand on dit les CD, c'est nul, rien ne vaut le son du vinyle. Là, moi, je dois avouer que j'ai jamais eu l'oreille pour ça. Parce que tu n'as pas le 78. Oui, en plus. N'empêche qu'il y a quand même des choses qui sont en vinyle, qui n'ont jamais été transférées sur CD. Je pense à la grande chanson à texte, la grande chanson française à texte des années 70, où beaucoup de choses ne sont pas en CD. Donc, il n'y a que les vinyles. Donc, là encore, heureusement que des dingues ont perpétué cette culture de cet objet étrange. Et encore une fois, moi, j'ai racheté, alors, en plus, on peut numériser un électrophone, comment on appelle ça, une platine, et j'ai fait ce geste pour faire chasser mais ça m'a ému de faire ça, quoi. C'était ou d'enlever, de pas mettre les doigts, donc on tenait le truc comme ça. Bon, bref, ça c'est pas notre milieu, mais les gens dans ces milieux, c'est des grands dingues aussi, hein, parce qu'ils ont un fétichisme de ça. Mais il s'agit pas, en parlant de tout ça, évidemment d'être passéiste ou d'être fétichiste. Il s'agit de se souvenir, pour ne pas oublier ce qu'a été le tracé pour faire de la traçabilité, pour voir d'où les films sont venus, comment à un certain moment ils se sont maintenus, et comment, pour parler par exemple de ma génération, une grande partie des choses ont été vues à la télévision. Alors aujourd'hui, et nous les premiers qui parlons de la salle de cinéma, pour dire ben non les gars, il faut voir ça au cinéma. Mais à l'époque, ça n'était pas possible, sauf dans les cinémathèques. Et encore, à Lyon, il n'y avait pas de cinémathèque. Donc on ne pouvait pas voir ces films-là. Il y avait un peu la Cinémathèque française, et il y avait, encore une fois, les grands voyages que faisaient les gens du MacMahon, les Charder & Co. au Sissi, à Lausanne, ou à Luxembourg chez Fred Young. Mais sinon, on ne pouvait pas voir ces films. Donc on les voyait qu'à la télévision. Et il a fallu, encore une fois, l'apparition de la VHS, puis ensuite du DVD pour ça. Et arrivent les grands écrans, qui là aussi vont changer la donne. Alors, on revient, je voulais faire un colloque, moi, à Cannes, sur la salle de cinéma, parce que le numérique
a changé considérablement les choses. On ne va pas remonter à l'incendie du bazar de la Charité en 1896. 7. 16. 17. 17, pardon, 17. Oui. Je croyais Il y a 120 ans. 1887. Il y a 120 ans, exactement. 120 ans, exactement. Mais à un certain moment, une salle de cinéma, il y a une cabine, il y a des conditions de sécurité, il y a un savoir-faire professionnel qui est lié à cet objet, qui est un projecteur de cinéma, et il y avait des brevets. Il fallait passer un brevet professionnel de projectionniste. Aujourd'hui, il faut appuyer sur le bouton vert, play. Je résume, mais il y a quand même un peu de ça. Et une salle de cinéma, aujourd'hui, peut recouvrir plusieurs conceptions du spectacle cinématographique, dont, à mon avis, il n'est pas assez dit que ce n'est pas la même chose. Et quand on voit, par exemple, sans vouloir les dénoncer, surtout que c'est la ville de notre nouvelle ministre de la Culture, mais à Arles, depuis des années, ils font, dans les arènes d'Arles, un festival de péplum. Et chaque fois, ça me démangeait de leur demander où ils trouvaient les copies. Eh bien, ce n'est pas les copies. C'est du DVD. Mais à la limite, les gens, ils s'en foutent. Parce que globalement, le film, ils l'ont. Donc, ça n'était pas ce qu'on a vécu hier soir. Et surtout pas sur La Roue, où là, vraiment, moi qui avais des vieux DVD de La Roue, là, j'ai quand même... Il faudrait que, de mémoire, je les reprenne pour comparer. Et même le drapeau rouge de Potemkin, je n'avais jamais vu cette copie, moi. Je l'avais toujours vu en noir et blanc. Colorié à la main. Oui, colorié à la main et tout ça. Mais là, je fais une parenthèse. Je relance un appel pour prendre Potemkin, qui est quand même l'un des plus grands films de l'histoire du cosmos, où est le matériel le plus pur? C'est-à-dire, où est le négatif? Y en a-t-il un? Est-ce que Staline l'a détruit? Est-ce que je ne sais pas quoi? Mais parce que la copie, il y avait de très beaux moments, et puis il y avait des moments un peu bons. Et c'est la copie de Patalas. Je peux dire une chose? Oui. En effet, c'était assez incroyable hier soir parce qu'on avait les sommets de la restauration, la roue sur laquelle la Fondation a fait un travail de recherche immense, un travail de reconstruction immense, un travail de restauration de l'image, une qualité de l'image. Il y avait toute vraiment la beauté du cinéma du début des années 20. Et puis, il y avait une copie plutôt mauvaise de Potemkin parce que c'est la meilleure. Aujourd'hui, c'est la meilleure parce que les cinémathèques ont joué un rôle extraordinaire pour conserver et sauvegarder le patrimoine, mais aussi pour le détruire. Parce que les cinémathèques de l'Est, qui fonctionnaient très bien, qui faisaient des campagnes de plein nitrate dans les années 60, donc ils copiaient sur pellicule safety les films nitrates et qui pensaient que les films nitrates étaient extrêmement dangereux, tellement dangereux qu'une fois qu'il était copié, ils devaient détruire les négatifs nitrates. Donc, en général, le cinéma soviétique a été tout détruit par les cinémathèques. Parce que ils ont détruit les négatifs nitrates. Vous ne le tweetez pas, ça, hein, parce que ça pourrait se retourner contre lui. Sauf que, heureusement, parfois, les systèmes n'est pas tellement précis et des choses se sauvent et donc ressort des images qu'on pensait perdues. Donc, aujourd'hui, c'est la plus belle version de Potemkin. Sûrement, au point de vue philologique, reconstruction, c'est la plus parfaite et c'est l'intégrale. Au point de vue d'image, sûrement, on espère dans le futur que les Russes ou de cinémathèques puissent retrouver des images de meilleure qualité. Parce qu'en effet, était assez choquant passer de la plus haute qualité de la roue à une qualité un peu bizarre. Mais cela dit, nous, on s'occupe, on aime, on passe. Moi, je passe ma vie pour essayer de retrouver toute la beauté des images d'origine. Mais même si la copie de Potemkin n'était pas d'une beauté sublime, tout le monde a aimé.
Et en plus, moi... Avec un scintillement énorme sur la première bobine. Hein, vous avez remarqué, les 5 premières minutes, c'était... Ouais, mais c'était touchant, pareil. C'est le... de l'électrophone. Mais je me souviens, quand j'ai vu la première fois projection sur la Grande Place, 16 mm, catastrophique, de la Passion de Jeanne d'Arc, version le Duca, donc remontée avec la musique d'Albinoni quand j'avais 14 ans, ma vie a changé. Même s'il n'était pas la version de Dreyer, même si la qualité était ignoble. Oui. Alors, oui, mais oui, ça c'est encore un autre débat, en effet. Ouais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des formats, et que de voir, y compris à la télévision française, des films en couleur qui étaient montrés en noir et blanc, d'une certaine façon, ça n'empêchait pas à la beauté de passer, à la beauté d'arriver à ton cœur. Oui, alors, mais le camarade Poutine nous doit bien ça, d'aller chercher, d'ordonner, lui qui a fait élire Donald Trump, d'aller chercher le négatif. On a demandé à Oliver Stone de rajouter un addendum à son documentaire pour dire où est le négatif de Potemkin. Très bien. Bon. Mais même le négatif, le président de la Cinémathèque suisse est là, de Opération Béton. C'est-à-dire le premier geste d'un des grands génies de l'histoire du cinéma. On a retrouvé des papiers, des dessins de Van Gogh. Quand même, le premier geste d'auteur de Jean-Luc Godard. Dominique, tu sais où c'est, toi? Où est le négatif d'Opération Béton? Voilà. Ça vaudrait quand même la peine que ce film soit vu dans des conditions... Je ne parle même pas pour faire une copie numérique, mais je parle pour faire même une copie 35. Et même, qu'est-ce que les gens ont vu? C'est-à-dire, moi je disais toujours ça de Raymond Chira. Je disais, Raymond, je te regarde dans les yeux, parce que tes yeux ont vu tous les films que tu as vus. Donc, qu'est-ce que les yeux des gens qui ont vu tous ces films pour la première fois, qu'est-ce qu'ils ont vu? Puisque le reste, même si moi je défends très fortement, et sur Lumière en particulier, l'idée qu'une restauration est une proposition, est une interprétation, n'empêche que ça vaudrait le coup de repartir aux matériaux originels, que c'est sympa de voir la Joconde sur un livre, mais c'est bien de la voir comme ça. Là, on revient évidemment au jusqu'au boutisme d'un Tarantino, je lui ai fait un petit mot hier soir parce qu'il aurait adoré voir Potemkin dans cette copie, y compris cette copie parce qu'elle doit dater des années 80. 78. Non, la copie, c'est d'il y a 10 ans, début des années 2000. Patala, c'était encore actif? C'est le dernier travail, il a supervisionné cette restauration qui a été réalisée par Martin Korbert. Ouais. Et donc voilà, bon bref, ça c'était une parenthèse. Mais on revient à nos histoires d'écran et de salle. Donc la salle, et je vois Jean-Michel Frodon qui était là, on avait évoqué ça. Faire un débat sur la salle de cinéma en tant qu'elle est ontologiquement constitutif du cinéma. C'est-à-dire que Lumière invente le cinéma 3 fois. Il invente la technique, il invente l'art, et d'autres après lui, il ne s'agit pas de dire qu'il est tout ça, et il invente la salle. C'est-à-dire que le cinéma est d'emblée quelque chose qui se verra dans une salle de cinéma. Et ça va changer beaucoup. Et c'est en train de changer beaucoup. Alors je mets de côté, je ne prononce pas le mot Netflix, parce que Netflix est attaché à des questions qu'on sait tous, mais on pourra quand même y revenir. Mais je prononce le mot de chinois ou de Amazon. Et encore une fois, là où le cinéma, et on pourrait, ça aussi, il faudrait qu'un jour quelqu'un intervienne sur tous les grands moments où on a annoncé la mort du cinéma. C'est-à-dire presque tout de suite, puis après l'apparition de ceci, de cela, la télévision, etc. Toujours, oui, chaque Toujours, année. Y compris sur le plan presque, si j'ose dire, sentimental, à la fin des années 80, début des années 90, quand du côté de Wenders, du côté de... On annonçait aussi... Bon, le cinéma a toujours survécu. N'empêche qu'on a beaucoup annoncé sa mort, et la Chine, qui est un jeune pays, investit très fortement dans le cinéma. Pour faire quoi? C'est autre chose. Mais tous nos camarades chinois auteurs ont envie, enfin en tout cas ne se laissent pas prendre, ne se laissent pas mettre de côté, autant que faire se peut, de ce grand mouvement qui fait que le cinéma... Bon. Et les grandes sociétés d'Internet que j'ai citées
pourrait se contenter de faire des séries, pourrait se contenter de gagner beaucoup d'argent avec des séries, et il y a quelque chose qui fait qu'elles viennent dans le cinéma. Amazon, aujourd'hui, produit des films de cinéma. Netflix produit des films de cinéma. Donc c'est très intéressant pour nous, gens de cinéma. Ça pourrait vouloir dire quand même que le cinéma a un certain avenir, nonobstant la multiplication des supports pour lesquels on peut voir ces œuvres. Débat infini. Tout à l'heure, en 5 minutes, on a commencé à la voir. Mais avec une chose qui, elle, n'est pas... Et ça n'a pas été assez dit à Cannes, sur la polémique Netflix, que pourquoi Netflix veut venir à Cannes? Parce qu'il veut venir au Festival international du film. Et donc que son film soit projeté sur grand écran. Et je ne vais pas rentrer, parce qu'on pourrait faire un vrai débat là-dessus, sur est-ce que c'est un film, est-ce que toute œuvre qui ne sort pas en salle n'est pas une œuvre de cinéma? Ou est-ce que l'acte de création seul compte pour en analyser, je ne sais pas quoi, les termes qui font qu'on dit c'est ou ça n'est pas un film de cinéma? Parce que c'est compliqué, parce que ça pourrait vouloir dire que quand il y a un match de foot qui est montré dans une salle de cinéma, il pourrait être sélectionné en compétition à Cannes, à ce moment-là, si on faisait l'inverse. Bon. Et il y a quelque chose d'un anoblissement d'une œuvre qui passe par la salle de cinéma. Donc les supports, j'ai évoqué, encore une fois, la télévision, les deux époques de la télévision, les VHS, les DVD, et maintenant ça, les ordinateurs, etc., qui font que on peut voir tout. Et je mets de côté évidemment toute la question du piratage, mais qui est aussi une manière de retuer le cinéma comme dans les années 20, quand 80% du cinéma muet disparaît, eh bien le cinéma disparaît dans le piratage. On peut dire que d'une certaine façon, des gens voient du cinéma, sauf que non, puisque ce qui est piraté, c'est pas la vérité de Clouseau, c'est pas les films qui sont montrés là. Ce qui est piraté, c'est évidemment des grands œuvres. Donc c'est une perte sèche d'argent qui, pour la France, se monte quand même ça a été évalué à 1 milliard d'euros. Bon, c'est quand même pas rien. Ça pourrait derrière recréer des emplois, recréer des choses et être redonné au cinéma. Mais ça, c'est encore une autre question. Mais du coup, les films sont vus comme ça de partout. Et pourtant, le support majeur, sentimentalement, symboliquement, mais si j'ose dire techniquement, matériellement, c'est la salle de cinéma. Et en même temps, la salle de cinéma n'est pas toujours respectée. Et que la salle de cinéma l'était, si j'ose dire, obligatoirement, là je parle aux techniciens, mais obligatoirement, quand il s'agissait de copies de supports argentiques. C'est-à-dire que on ne pouvait pas, on pouvait, mais on s'apercevait vite qu'on projetait un film en 1,33 avec une fenêtre en 1,66. Donc ça se voyait, donc c'était pas l'œuvre. Et donc il y avait quelque chose qui fait qu'évidemment le métier s'est un peu perdu et qu'à un moment les projectionnistes se sont retrouvés à nettoyer les chiottes. Je résume. Un peu trop. À peine. Donc il y a quelque chose aussi de ce point de vue-là qui a changé et qui nous sont dites, ces choses-là nous sont dites d'une manière dont je crois qu'on n'y fait pas assez attention par rapport à d'autres choses qui est de l'ordre de oui, c'est dégueulasse, les plateformes Internet font ceci, font cela. Car quand le cinéma est capable d'anticiper sur sa propre activité, d'éprouver aussi, ce qu'évidemment on fait là, ce qu'on a fait hier soir. Hier soir, surtout en Italie, où il n'y a plus de salle de cinéma. Non, c'est pas seulement ça. Non, attends, je finis. Parce qu'en France, il y a des salles de cinéma parce qu'il y a un système. Bien sûr. Et ce système est fort, et ce système, en effet, fait qu'il y a des protestations légitimes contre les plateformes Internet, contre moi, à Cannes, qui ai montré 2 films produits, enfin l'un produit par une plateforme Internet, au nom et au regard d'un écosystème qui a en partie fait ses preuves. Qui a en partie fait ses preuves, il a aussi 30 ans.
donc il faut le re-questionner, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la télévision est florissante en Italie, et tous les soirs, tu mets 4000 personnes sur la place. La télévision n'est pas florissante en Italie, c'est l'ordure. Oui, mais je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de la qualité, je te parle de la quantité. Et si c'est pas la télévision, oui. Si c'est pas la télévision, c'est Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que l'acte d'aller au cinéma, chaque fois qu'il est pris comme un acte sérieux, mais pas au sens sinistre, hein, qu'il est pris sérieusement, c'est pour ça que projeter les DVD, ça se fait de plus en plus, puisqu'il y a même une société américaine, il y a un bureau en France, qui vend des droits DVD. Donc déjà, le CNC devrait interdire ça. Pour les montrer en salle. Pour les montrer en salle. On devrait interdire ça. Mais en même temps, vous avez aussi, d'abord, un extraordinaire matériel, et pour certains films en DVD, je ne parle pas du Blu-ray, où là, on est déjà dans la haute définition, mais même pour certains DVD, nous, on avait fait, avec Tavernier, un week-end Frankenheimer. Et à un moment, on n'avait pas trouvé de copie du film sur l'attentat de Kennedy, là, avec Janet Leigh. Non, pas JFK, justement, bien avant. Le Burt Lancaster, là. Oui. Bon, bref. Il n'y avait pas de copie. Donc, on fait une séance gratuite le matin, qu'on a appelée séance de travail, et c'était un DVD. Et la projection était super. Donc, les gens ont dit, bah, pourquoi vous l'avez pas montré? On dit, parce que on veut s'empêcher de le faire. Parce que si nous, on commence à céder sur ça, mais maintenant, nous avons des yeux de jeunes gens, des yeux qui n'ont pas, disons, philosophiquement ou techniquement, à s'embarrasser avec ce type de considération, qui veulent voir les œuvres. Et en effet, à l'arrivée, on voit les œuvres, y compris ce que tu disais, des cinémathèques qui ont aussi construit et détruit, sauvé et détruit du patrimoine. Il y a aussi de mauvaises restaurations qui portent le nom respectable de restauration, de copie 35, et qui n'étaient pas très bien faits. Quand il y a aussi des gens qui, dans le numérique, font plutôt gaffe, plutôt très attention au matériel. Donc, la question du cinéma classique et de ses écrans rebondit là-dessus. C'est-à-dire l'ouverture très extraordinaire du nombre de films visibles, et de la possibilité pour les jeunes, et pas seulement, d'avoir la possibilité de voir ces films-là. Et en même temps, et donc on revient à la question de ce monde nouveau qui arrive, et Jean-Jacques Genet, qui est un grand exploitant français, me disait ça, c'est-à-dire qu'à un moment, ce monde advient. Encore une fois, vous prenez Netflix, Netflix, c'est 100 millions d'abonnés dans le monde, fois 10 € par mois, fois 12 mois. Ça, c'est au 1er janvier. Ils ont leur budget annuel et ils n'auront pas de mauvaises surprises, de mauvaises affaires. Et on ne parle pas de cours de bourse. Bon. Donc, il y a quand même beaucoup d'argent. Moi, je trouve ça admirable que ces gens-là viennent s'impliquer dans le cinéma. Et s'impliquer dans le cinéma avec des auteurs, avec Bongiorno, avec Jarmusch, avec Park Chan-wook, avec Woody Allen, etc., etc. Avec aussi un dumping économique qui n'est pas sain. Parce qu'encore une fois, ils se jettent sur tous les films, ils mettent beaucoup d'argent, ils en ont. Bon. Et les auteurs vont... Mais ça devient intéressant aussi, cher Michael, puisqu'on sait qu'il y a une liberté totale pour les auteurs. Kant, de tradition, et sans résumer ça seulement au mémo de Selznick, les studios ont toujours eu comme tradition de, tous les matins, donner 5 notes de suite à un metteur en scène. Et là, il y a une semaine, il y a 2 metteurs en scène qui ont quitté le tournage de Star Wars. C'était des gens de grand talent, mais qui avaient leur propre manière d'envisager ça. Voilà, le communiqué de Lucasfilm. Ça fait penser, toujours on dit des choses très belles, pour masquer le fait qu'il y a eu un conflit terrible. C'est comme quand, à un moment, un joueur de foot est pris en flagrant délit de fraude fiscale ou de fraude sexuelle, et fait toujours un communiqué presse. Oui, je n'aurais jamais dû faire ça, je m'excuse auprès de mes fans et de mes amis, et surtout de tous mes supporters. Bon, c'est toujours des espèces de bon. Et donc, on peut se féliciter de ça, parce qu'ils viennent au cinéma. Mais c'est aux gens de cinéma
d'anticiper sur ce monde qui vient pour savoir comment l'appréhender, du point de vue de la création et, puisque c'est notre sujet, du point de vue de la diffusion des œuvres. Mais en effet, dire le cancer, je suis contre, ça ne va pas nous mener loin. Bon. D'autant que la question aujourd'hui de la numérisation des œuvres et de la question de la diffusion numérique des choses, et donc de ça, il ne s'agit pas non plus, je parlais d'une culture des catacombes, et je ne suis pas loin, moi, de dire qu'une projection, comme celle à laquelle on a assisté hier soir, ou celle auquel on assiste dans ce festival, on va dire que c'est l'équivalent des concerts. C'est-à-dire que la musique s'en est sortie par les concerts. La musique s'est fait balayer par le piratage. Elle est en train à peu près de se refaire par les plateformes payantes. Parce que l'offre commerciale et artistique finit par à peu près combien? C'est beaucoup moins d'argent qu'avant. Mais au moins, il y a un truc qui s'est arrêté. Nicole Vulzer disait dans Le Monde, là, parce qu'il y a Unifrance à Tokyo, qu'il n'y a plus de piratage au Japon. Donc tout de suite, on imagine que sinon les mecs, ils se font harakiri, mais il n'y a plus de piratage au Japon, il n'y a plus de piratage en Allemagne. Donc c'est possible. Bon, c'est deux anciens pays nazis, peut-être que ça a un rapport avec ça. Non, notre tweet n'est pas ça. Mais non, c'est deux pays sur lesquels il y a, les règles il y a un rapport aux règles, et on ne dit pas, oui, mais c'est pas grave, c'est bien la liberté. Ouais. C'est-à-dire la licence globale. On paye 40 € par mois, et puis on prend ce qu'on veut. Et donc, il y avait toujours eu ce truc formidable du type de la SACD, de la Société des auteurs en France, puisqu'il y avait un colloque à Beaune, le pays de la Bourgogne. Il dit, moi aussi, 40 € par mois, je prends tout le vin que je veux. Mais c'est ça la comparaison. On apprend aux enfants à ne pas voler la nourriture, à ne pas voler des gâteaux dans les pâtisseries. Ben, il faut leur apprendre à ne pas voler des films. Et une fois que c'est appris, c'est appris. Mais il ne faut surtout pas... bon. Et malheureusement, on vient de connaître 5 ans d'un gouvernement qui a fait des choses formidables, mais qui n'a pas fait des choses formidables en relâchant complètement ces questions-là. Parce qu'à l'arrivée, ça revient au respect des œuvres. Ça revient au respect du travail d'auteurs qui d'abord en vivent, et qui, pour qu'ils puissent continuer à en vivre, doivent pouvoir continuer à travailler. Donc, que économiquement, ce milieu-là doit pouvoir continuer à exister, tout simplement. Bon. Donc, je disais, pour rester, encore une fois, sur notre spectacle cinématographique, doit-on dire, affirmer... C'est bon, là, peut-être, non? Doit-on affirmer que l'équivalent du concert en musique, c'est la projection d'un film? D'un film 35, j'irai pas jusque-là. On évoquait avec Jean-Michel Frodon justement la position Tarantino, très extrême, puisque lui, c'est même à la projection, évidemment. Il continue à faire du cinéma en 35 mm. En sa présence, il aime bien que ça soit en 35, et les avant-premières de ses films ont lieu en 35 ou en 70 mm, mais il est même assez jusqu'au boutiste sur l'idée qu'une matrice numérique qui va servir au DVD et au DCP, il dit c'est la même chose, et moi je veux voir un matériau vivant. Bon, c'est très respectable, sauf que c'est moyennement applicable aujourd'hui, sauf précisément ici. Parce qu'en effet, là où il a raison, il dit, ce qu'on a vu hier, nous on peut tous dire, putain, on a vu la copie de Patalas. Et ce cher Hainaut, son dernier travail. Et quand l'an dernier j'évoquais la dévotion qu'il faut avoir pour ceux qui, à un moment, ont permis que les choses ne disparaissent pas, il en fait partie. Et tout à coup, voir la copie de Munich de Potemkin, sa propre histoire à cette copie fait quasiment partie de l'histoire du film maintenant. Donc ça reste passionnant. Et ça n'est pas le DVD, par exemple, qu'on a en France, où il n'y a pas le drapeau rouge. Évidemment. Bon. Donc, enfin, pas dans mon souvenir. Parce que c'est comme Jean Mitry, il y a un moment, il avait annoncé à John Ford la fin d'un de ses films. Ford lui dit, c'est pas dans le film. Hein. Donc, il y avait toujours ça. Les types faisaient une histoire du cinéma de mémoire. Les Sardou, les Mitry, ils n'avaient pas les DVD, ils n'avaient pas les choses comme ça. Donc, encore une fois, on se retrouve avec, à un moment très florissant, où la capacité à voir les œuvres classiques est quasi infinie, et où
je crois, la salle de cinéma ne doit pas, et après je terminerai pour répondre éventuellement à les questions, mais ne doit pas s'auto-suicider. C'est même le contraire. C'est même le contraire. Par exemple, moi, j'ai jamais trop cru à la 3D. Bon, il y a eu une période dans les années 50, Hitchcock, De Toth, John Farrow, avec le Hondo de John Wayne, produit par John Wayne d'ailleurs, puis après, ça a disparu. Puis ça s'est réapparu avec le numérique. Et ils ont tenté à un moment de nous vendre des télévisions en 3D. Vous savez, il y avait une période de Noël, il y a 2 ans, c'était le truc qu'il fallait acheter, des grands écrans 3D, pour voir des films en 3D chez soi. C'est-à-dire, on mettait les lunettes, là, et puis c'est « Salut chérie, à tout à l'heure ». Hein. Et chacun regarde son film. Déjà, ici, c'est compliqué, mais à la maison, qu'est-ce qu'on s'en fout de mettre des lunettes et de voir un film en 3D, à part le truc un peu technique. Rappelons que Louis Lumière, qui fait une expérience de 3D dans les années 30, dit « On ne résoudra la question en 3D que lorsqu'on fera disparaître les lunettes ». Et aujourd'hui, Jeffrey Katzenberg dit la même chose. Il dit « L'avenir de la 3D, c'est une technologie qui permettra de voir la 3D sans les lunettes ». Bon. Et donc, derrière, on arrive avec la réalité virtuelle, qui, là aussi, est encore autre chose. Mais la salle de cinéma doit anticiper sur ce monde qui advient. Elle prouve tous les jours dans tous les pays. Notre ami Alejandro Ramirez au Cinépolis à Mexico, qui ouvre des salles de partout. En Inde, il ouvre des salles en Inde. Le numérique lui permet, en Inde, de montrer des copies dans 3 salles différentes, avec 3 dialectes, avec 3 langues différentes. C'était pas possible avant. Donc du coup, les gens retournent au cinéma, puisque le choix, bon, c'est formidable, mais ils vont au cinéma. Et à un moment où jamais on a pu voir le cinéma autant qu'aujourd'hui, partout, sur le plan des œuvres et sur le plan des supports, plus que jamais, 120 ans, 122 ans après, plus que jamais, la salle de cinéma qui fonde la différence d'appréhension des choses entre Thomas Edison et Lumière, et Émile Reynaud était du côté de Lumière, etc. Chaque fois, je prends des précautions à citer quand même 2-3 mecs pour pas qu'on dise qu'on pense que Lumière a tout fait. Mais ce qui fonde cette différence, qui est une différence philosophique, qui n'est pas une différence technique, puisque Edison pouvait fort bien inventer le cinéma. Il n'invente pas la salle, il se trompe. Les gens avaient besoin de ça, les gens ont toujours besoin de ça, aujourd'hui encore, et partout, ici, en France, dans plein de pays, partout, il est prouvé, dès lors que les salles de cinéma s'en donnent la peine, les moyens, le temps de la réflexion, il est prouvé que même avec les jeunes générations, qui sont farcies d'écrans, d'images, etc., le cinéma en tant qu'œuvre narrative, de prototype poétique, est unique. Hein, et puis rappelons quand même que les séries télévisées, c'est du cinéma. Hein, comme si les feuilletons du 19e siècle n'étaient pas de la littérature. Blaise Cendrars avait prouvé à Gustave Le Rouge, en prenant des mots de ces feuilletons, en reconstituant du testament du docteur Cornelius et en reconstituant un roman à partir de ses propres phrases pour lui prouver qu'il était un écrivain. Bon. Donc même les séries télévisées, les séries télé, quoi, on disait les feuilletons, bon, c'est du cinéma, c'est le langage du cinéma, sur le plan narratif. David Lynch, dont nous avons montré les 2 premiers épisodes de Twin Peaks à Cannes. Je lui disais, c'est formidable, puis j'ai dû faire à un moment un mot, genre... Pour une série. En plus, là-bas, ils appellent ça un show, non? Aux États-Unis. Le mot pour les séries, c'est show, non? First show, second show. Épisode. Il me dit, mais c'est un film. Il me dit, c'est un film. Et hier, il y a eu le 8e épisode de Twin Peaks, et ça a fait du bruit. Hein. Bon. Alors, la vraie question, c'est pourquoi Lynch ne fait plus de films de cinéma? Bon. Et pour un festival comme Cannes, évidemment, notre travail, c'est d'inviter les artistes à montrer leur travail actuel. À 99%, ils font des films, et puis de temps en temps, ils font des séries ou
des choses différentes et produites par des plateformes Internet, puisque c'est le signe de ça. Mais néanmoins, et j'arrêterai là, majoritairement, je fais une conclusion sur laquelle il n'y avait pas besoin de prendre des notes, où j'aurais pu l'écrire en gros sur un truc, c'est que l'avenir pour le cinéma, c'est la salle de cinéma. Merci Thierry, merci pour cette belle leçon qui nous a conduit de Edison, Lumière jusqu'au Netflix. Merci pour ces notes que je voudrais garder pour l'archive de la Cinémathèque. Et pour les questions, c'est pour l'année prochaine. On n'a pas le temps de faire les questions? Non. Il n'y a pas le temps? Ah, pardon. Mais une question. Ah oui, non, on n'a pas le temps. Merci beaucoup, merci à vous tous. Le débat aura lieu dans le couloir.